Je vous remercie, mesdames, messieurs. Je vais vous parler de la mise en place de la nouvelle manufacture de Saint-Étienne qui est fondée sur une double révolution, une révolution proprement technique dans l'armement et une révolution technologique dans le process de fabrication. Alors, d'abord l'évolution de l'armurerie. Dans cette partie du XIXe siècle, je dirais entre 1830 et 1860, on a toute une série d'évolutions qui arrivent. D'abord, on utilise le système métrique officiellement depuis 1839. Donc, cela permet la mise en place d'instruments de mesure très précis. Ensuite, on s'est posé la question de l'amélioration des armes individuelles, qui doit être triple. Mise à feu par percussion, par un système par percussion qui doit remplacer le système de mise à feu par silex pour éviter les ratés au départ du coup. Mise en place d'un canon rayé. Alors c'est très important parce que ça va permettre d'avoir des projectiles qui seront plus performants en termes de portée et de précision. Mais qui nécessite l'utilisation de balles profilées, d'où l'abandon du chargement par la bouche au profit du chargement par la culasse. Le fusil Drèse prussien, qui équipe l'armée prussienne depuis 1841, répond pratiquement à ces trois nouvelles normes. Mutation conceptuelle, on pense à la standardisation des canons. Alors, Thomas Jefferson aurait voulu que Honoré Blanc émigre aux États-Unis. Manque de chance, Honoré Blanc décède en 1801. Les États-Unis n'oublient pas cette idée et dès 1815, ils décident que leurs armes à feu devront être interchangeables. Ils réussissent le pari avec le modèle 1842. Et enfin, mutation technologique qui apparaît à partir de la décennie 1850. L'acier va remplacer le fer pour la fabrication des canons. C'est ce qu'on voit dans tous les westerns avec le revolver Colt, mais également on aura le cas à Saint-Étienne avec le pistolet revolver Le Faucheux en 1858 et le fusil de tirailleurs sénégalais qui a un canon double en 1862. Deux conflits montrent que l'armement est en pleine mutation. La guerre de Crimée, la guerre de sécession, les deux premières guerres modernes du 19e. La portée de l'arme individuelle passe de 150 mètres ou 200 mètres à 700-800 mètres, c'est-à-dire quasiment la portée de l'artillerie, d'où la possibilité pour l'infanterie d'engager le combat à plus grande distance. Une précision accrue. C'est l'apparition des snipers au siège de Sébastopol, c'est l'échec des formations massives d'infanterie ou de cavalerie, et très logiquement, bien, tout le monde se dit il faut adopter de nouvelles armes et il faut adapter les tactiques. Alors, comment ça se passe en France? Eh bien, dès 1837, on a mis au point une première arme légère à percussion, éviter les ratés au départ du coup. C'est la carabine d'Elvin Ponchara. Ce système est adopté par toute l'armée française en 1840. En 1855, introduction de la première machine moderne consacrée au domaine de l'armement, c'est la machine à rayer les canons Manceau. Alors, on en donne une par manufacture. Mais en 1857, adoption du canon rayé pour toutes les armes réglementaires françaises. Et arrive à ce moment-là le remplacement expérimental du fer par l'acier. 1857, construction du pistolet revolver Le Faucheux à Saint-Étienne. La marine le commande, l'armée de terre n'en veut pas. 1858, c'est le premier type de chasse-peau, canon en acier, et en 1862, production des premiers fusils à canon en acier. Reste le problème de la culasse. En 1864, chasse-peau met au point une culasse munie d'une aiguille, c'est un peu le système Drèse, et finalement, un peu dans l'urgence, en 1866, le chasse-peau devient l'arme réglementaire française.
vous avez ici 3 diapositives. Le mousqueton Treuil de Beaulieu de 1854, qui se charge par la culasse, mais qui a un problème, c'est que l'on n'a pas encore trouvé de système pour éviter la déperdition des gaz par l'arrière. Si on n'arrive pas à arrêter cette déperdition des gaz, on perd en puissance. C'est le cas. Le fusil modèle 1857, fusil réglementaire de l'armée française, vous constatez qu'il est toujours en système à percussion et toujours à chargement par la bouche. Et le chassepot de 1866, le 4e type, premier type c'était 1857, deuxième type c'est lorsque il devient un fusil capable de tirer non plus des cartouches de cavalerie mais des cartouches d'infanterie qui ont une charge plus forte. Troisième type, c'est la culasse fermée à aiguille. Et le 4e type, c'est celui que je vous présente. On a un fusil à percussion centrale à aiguille, à canon rayé, se chargeant par la culasse, muni d'une hausse, parce que dans le fusil modèle 1857, la présence du chien empêche d'avoir une hausse. Il est dépourvu de rampe d'armement automatique, donc il tire coup par coup. Et surtout, Chassepot a eu une idée géniale. Il a mis au point une sorte de petite rondelle de caoutchouc qui permet sur la culasse d'éviter les déperditions de gaz. Pour la première fois, une arme française va ajouter au bois et au métal, qui sont les composants habituels, un composant issu directement de la révolution industrielle, c'est le caoutchouc. Alors voici le chassepot, vous constatez que c'est le chassepot 66, il a un design tout à fait moderne, on est passé vraiment à l'arme qui va équiper pratiquement le 19e et une partie du 20e siècle. Maintenant, les techniques de production qui doivent évoluer. On a 4 manufactures en France, Châtellerault, Tulle, Saint-Étienne et Mutzig. De 1851 à 1865, on assiste à une phase de transition. Tout simplement parce que l'innovation technologique constante retarde le choix d'un modèle d'arme, donc on va utiliser les vieux modèles d'armes. 1822 qui a été transformé en système à percussion. On va rayer ces armes, on va créer des armes comme le 1857 qui est à percussion avec directement des canons rayés, mais on n'invente pas, on attend de choisir une nouvelle arme. En revanche, la Crimée a montré qu'il fallait changer cet armement. Les progrès de la révolution industrielle montrent qu'il faut faire évoluer le mode de production, parvenir à standardiser les armes et les projectiles. D'autant que le Royaume-Uni a acheté clé en main en 1855 une usine moderne aux États-Unis et ça donnera l'usine de Lee Enfield. Voici, à partir des recensements budgétaires, de la comptabilité des manufactures, les productions d'armes neuves, transformées et réparées. Vous constatez qu'entre 1857 et 1861, on fait essentiellement de la transformation parce qu'on n'a pas encore choisi de modèle d'armes. Intervient ici un personnage clé, Frédéric Guillaume Kreutzberger. C'est un autodidacte qui est né en 1822 à Guebwiller, qui a travaillé pour Schlumberger et compagnie, mais il a une double formation, à la fois mécanicien et également il a travaillé sur le calque, le dessin et le détail des machines. En 1848, il émigre aux États-Unis. Et il est engagé tout de suite par Remington. Il a des compétences indéniables. 2 mois après, il est chef d'équipe. En 1852, 4 ans après, il est directeur d'usine. Et en 1855, par patriotisme, il propose ses services à la France. Plutôt que d'acheter clé en main, lui va fournir un système. Son concept est simple. Il faut rationaliser et standardiser la production. Il faut avoir une logique de production en série pour abaisser les coûts.
Donc, il faut utiliser les machines-outils et organiser logiquement le travail autour du principe de spécialisation. Voici son extrait d'un rapport qu'il envoie avec plein de fautes d'orthographe parce qu'il maîtrise mal le français. Il était alsacien, il a vécu aux États-Unis et il propose une production de 25 000 armes par an. Et il cite toutes les machines qui seront nécessaires. Kreutzberger est un autodidacte. Face aux ingénieurs de l'armement issus de l'artillerie, il y a une réticence. Et finalement, on lui accorde royalement de monter un atelier expérimental à Châtellerault. 50 mètres carrés, 8 machines mues par une force de 4 chevaux vapeur pour une opération très précise, le garnissage des canons. Ça paraît très modeste, c'est une avancée conceptuelle majeure. N'oubliez pas que dans les usines d'armement, à l'époque, les machines se comptent pratiquement à l'unité. Cette expérience est étendue les années suivantes à quelques autres opérations sur le canon, mais ce sont des essais très timides à Châtellerault, à Tulle, jusqu'en 1859. Et là, les choix budgétaires révèlent qu'il y a une très grande cohérence de la part du pouvoir, puisque vous voyez qu'on met essentiellement, je dirais, l'argent sur Châtellerault ou sur Tulle. Saint-Étienne apparaît jusqu'en 1860 pratiquement minoritaire. Mutzig est totalement déclassé et Mutzig finira, compte tenu de sa vétusté, par ne fabriquer que des nécessaires d'armement. Et arrive en 1862 la décision politique, il faut créer une manufacture moderne pour produire un fusil moderne. On n'a pas encore le fusil, ça sera le chassepot. La manufacture, Tulle, Châtellerault, Saint-Étienne, il va falloir choisir. Voici le budget alloué non plus en pourcentage mais en valeur absolue. Vous voyez qu'à partir du choix de 1862, tout va très vite. Dès qu'on a décidé que ça sera Saint-Étienne en 1862, eh bien à partir de 1864, l'essentiel du budget de l'armement va aller à la confection, à la construction d'une nouvelle machine, d'une nouvelle manufacture. Décision politique. C'est ambitieux, on veut produire 120 000 armes par an, alors que le volume annuel des 15 dernières années est de 82 000 armes. 82 000 armes produites manuellement, non interchangeables, contre 120 000 armes qui seront totalement interchangeables. Construction de la masse. Initialement, la manufacture de Saint-Étienne devait être modernisée. Et on avait eu deux projets, projet David, projet Philibert, mais qui étaient, je dirais, des projets de petite envergure, où on pensait restructurer un peu réparer en fait les bâtiments de l'implantation des rives, en utilisant encore en partie la force hydraulique. En 1862, le projet de la manufacture de Saint-Étienne change radicalement les perspectives, puisque on décide que la force motrice sera la vapeur. Et dès 1863, il y a accord entre la municipalité et l'État pour se procurer les terrains. Alors, pourquoi une manufacture nouvelle génération à Saint-Étienne? Plusieurs raisons. D'abord, Saint-Étienne, le bassin stéphanois, produit le tiers de l'acier français, notamment les aciers spéciaux. Des compétences professionnelles évidentes. Il y a à peu près 5000 armuriers, 80 entreprises, et on ne voudrait pas non plus que, compte tenu des salaires meilleurs offerts dans d'autres secteurs de l'industrie, ces armuriers partent vers ces industries. Des innovations réussies, le revolver Le Faucheux, le canon en acier du fusil de tirailleur sénégalais en 1862. Et aussi le fait que
Les bâtiments stéphanois nécessitent une réfection totale, donc il faut bâtir un ensemble neuf. Ça va finalement coûter moins cher, être plus facile que de modifier Tulle et Châtellerault. Et effectivement, les autres manufactures ne permettent pas le développement de de ce nouveau process de fabrication que l'on imagine. Alors, le site des Rives est mal perçu parce que vous voyez, il est étroit, il est loin de la voie ferrée. Il est enclavé dans le paysage urbain, ce qui risque de poser un problème en cas d'émeute et de troubles. Donc, on décide carrément de changer d'emplacement. Les Rives étaient au sud-est de Saint-Étienne. Eh bien, on va aller de l'autre côté, dans le champ de manœuvre, le champ d'exercice de l'armée, le champ de Mars, parce qu'il y a de l'eau, présence du Furan, une petite rivière, un terrain relativement plat, la desserte de la voie ferrée, la proximité de la route, la proximité des houillères, et ensuite la proximité du centre-ville. Donc facilité de logement et surtout possibilité en cas d'émeute de protéger l'hôtel de ville et la manufacture relativement facilement. Des bâtiments et des machines. En 1864, on ouvre un crédit, mais Kreutzberger intervient énormément. Par rapport à l'innovation organisationnelle, il va être à l'origine de la distribution des ateliers et de leur aménagement intérieur en respectant des principes de rationalité, d'économie dans le déplacement des pièces. D'un point de vue technologique, il va être à l'origine de l'utilisation de la plupart des machines-outils. Kreutzberger n'est pas un inventeur, il est un adaptateur de génie, de machines qui existent dans d'autres industries qu'il adapte pour l'armurerie. Et Kreutzberger ne sera jamais directeur, en fait, d'une manufacture d'armes. Toujours la réticence de l'artillerie, mais on va quand même le nommer ingénieur mécanicien, directeur de l'atelier de précision de Puteaux jusqu'en 1886. Globalement, en 1867, les principales constructions sont livrées. On commence la production alors que une partie des bâtiments sont encore en construction et il faut attendre finalement 1869 pour que la manufacture regroupe tous les ouvriers dispersés. On est face à une véritable unité de production où l'outillage mécanique a remplacé la fabrication manuelle. Alors, voyez la rationalité. Tous les bâtiments sont organisés autour des générateurs, ce qu'on appelle les haches, avec le minimum de chemin à faire pour les courroies qui entraînent les machines, parce que dès qu'il y a du chemin ou des intersections, il y a perte d'énergie motrice. Et on a également une volonté de recycler l'eau. Vous avez un grand bassin de rétention, on fait resservir l'eau dans le process. À la fois rationalisation et économie. Utilisation de matériaux modernes pour la construction. Et les charpentes sont des charpentes mixtes en bois et en fer. On utilise des volets métalliques dans les zones où on stocke le bois. Kreutzberger a fait des voyages aux États-Unis, en Angleterre, et il en a tiré, vous voyez, ces plans qui seront appliqués. C'est la pure rationalité. Un éventail de machines-outils, alors je passe rapidement, simplement 2 chiffres. Il faut voir que jusqu'en 1861-62, on compte quelques machines, c'est 5, 6, 10 dans les manufactures. À partir du moment où la manufacture de Saint-Étienne est en fonctionnement, à partir de 1869, on a rien que pour Saint-Étienne 1074 machines. On est passé à un autre monde. Et les résultats sont là. Regardez la part stéphanoise de la production qui grimpe progressivement à partir de 62-63. Pourquoi ? Parce qu'on utilise cette période où on construit la manufacture
pour mettre au point des machines à Châtellerault, à Tulle, pour les envoyer à Saint-Étienne, où on acculture les armuriers à la culture mécanique, à la machine, tandis que certains armuriers vont être envoyés directement chez le fabricant parisien de Coster et sous la houlette de Kreutzberger, ils vont se former. Vous voyez, il y a les deux moments, construction et formation du personnel. Les armuriers traditionnels devenant chefs d'atelier. La production, les chiffres de production montrent le choc conceptuel. De 64 à 66, le moment où il y a en quelque sorte le tour de chauffe, on est à 15 000 armes par an. À partir de février 67, la production de chasse-peau entre en vigueur. Avant, Saint-Étienne avait fait son tour de chauffe avec la carabine de Vincennes, qui est une carabine d'essai pour la balistique. À partir de 1867, on a décuplé pratiquement la production. 1870, peu de production parce qu'on craint l'arrivée des Allemands. Donc, on a freiné sur la production pour éviter que les stocks soient pris par l'ennemi s'ils arrivent jusque-là. Alors, quelles conséquences? Eh bien, techniquement, la création de Saint-Étienne a amené le développement des bureaux d'études, la standardisation des productions, la rationalisation de la production. Socialement, on a totalement changé de catégorie. Les ouvriers spécialisés ont remplacé les armuriers relativement indépendants, qui sont d'ailleurs souvent devenus chefs d'atelier pour les meilleurs. Les populations salariées se sont regroupées sur un même lieu de travail et il y aura une véritable catégorie sociale à Saint-Étienne, les manuchards, de la même façon qu'il y avait les mineurs. Et quels impacts? Je terminerai par là. Impact sur le tissu économique du bassin stéphanois. La manufacture apparaît comme l'usine modèle pour de nombreuses entreprises, pas uniquement pour le bassin stéphanois, mais pour la France. Donc, sur Saint-Étienne-d'Ombré, Manufrance, qui débauche des contremaîtres à prix d'or dans le textile, Giron, et un rôle moteur de l'État. On s'aperçoit que les ingénieurs militaires qui ont supervisé la manufacture ont en quelque sorte joué le rôle d'accélérateur pour le monde de l'industrie. Voilà, j'ai essayé de tenir les 20 minutes et je vous remercie.